Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Vous connaissez maintenant le principe. 5 de nos experts vont poser des questions, vous posez la question à notre invité du jour, Emmanuel Freund, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Powers avec un Z. Powers avec un Z, et vous l'avez bien prononcé. Merci beaucoup. Ouf, Merci pour eux. Sauf parce qu'on m'avait promis quelques punitions si je prononçais mal. En découvrant votre projet, on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr, au lieu de râler tout le temps sur le temps que passent les enfants en ligne sur des jeux vidéo, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour leur apprendre des choses? Alors, comment vous est venue cette idée? Alors l'idée est venue assez naturellement, je veux dire, on a tous vu des enfants qui, quand ils faisaient l'école à la maison ou alors quand ils s'ennuyaient, étaient très attirés par les écrans. On a vu aussi, et j'ai vu les enfants qui étaient devant des applications qu'on disait éducatives et qui effectivement au bout de 10 minutes ou un quart d'heure s'ennuyaient et passaient à autre chose alors qu'ils étaient capables de rester 2 heures ou 3 heures devant n'importe quel dessin animé ou n'importe quel jeu un peu débilitant. Et donc la question était, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre le jeu utile? Est-ce que cette attractivité qu'exercent les écrans, d'une certaine façon, ne pouvait pas être utilisée pour faire un monde meilleur, pour faire que nos enfants apprennent? Est-ce qu'on rend le jeu utile ou est-ce qu'on rend l'éducation ludique? Alors plutôt on rend le jeu utile en fait. Oui, vous avez eu cette démarche-là, vous. Justement, rendre l'éducation ludique, c'est ce qu'on faisait à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va prendre un contenu qui est potentiellement difficile ou qu'on imagine difficile à ingérer et on va mettre une couche de petites étoiles, de jolie musique, ce qui est un peu le principe du brocoli au chocolat. Et ça, on voit, enfin, nous, on pense que ça ne marche pas. En tout cas, on aimerait essayer une autre approche. Et l'autre approche, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un jeu, un vrai jeu, et dire que finalement, l'éducation, c'est pas embêtant. L'éducation est tellement intégrée dans le jeu que finalement on apprend en s'amusant, on ne s'aperçoit pas qu'on apprend, mais comme dans la vraie vie finalement. Quand on est dans la forêt, quand on se promène, quand on apprend des choses, quand on écoute des histoires, on apprend sans s'apercevoir qu'on apprend. Alors entre le moment où vous avez cette idée, je crois pendant le confinement, et le moment où le produit arrive sur le marché, il vous faut combien de temps? Pas très longtemps en fait. C'est l'avantage de faire des prototypes et c'est l'avantage de faire en petits pas. On a pris... un mois. On a pris un mois pour faire notre première levée de fonds, pour présenter l'idée. L'idée, c'est un peu développé par elle-même. On a commencé à développer et en 6 mois, on a fait notre premier prototype. C'est-à-dire, on est en janvier 2021. On lance la première version pour vérifier qu'effectivement, on est capable de faire un jeu là où quand on appelle les enfants à table, ils disent non, non, et qu'ils continuent à faire des maths. Et effectivement, on a fait ce prototype janvier 2021. On a pu avoir la preuve très très rapidement, donc on a enchaîné avec une deuxième levée de fonds pour, d'une certaine façon, étendre beaucoup plus et faire le projet réel. Et là, encore un an se passe, 1 an et demi, et on arrive en juin 2022, donc il y a 2 mois, 3 mois maintenant, et on lance notre première version qui est téléchargeable gratuitement par n'importe qui sur le site powers.tech et dont on est assez fiers en fait. Est-ce que c'est facile de faire, alors je ne sais pas comment vous avez travaillé, mais est-ce que vous avez réussi à faire travailler ensemble le monde du jeu, du code informatique, celui de la pédagogie? Oui, en fait, c'est assez facile. Enfin, bizarrement, tout ça est devenu assez naturel. Dès le départ, on s'était dit qu'on allait associer le monde du jeu vidéo, le monde de la tech, qu'on connaissait très bien, et le monde pédagogique. On allait voir des grandes maisons comme Hachette, comme Bayard, qui avaient une expérience de plus de 200 ans sur le livre, sur l'éducation, sur les enfants. Et ça a été très facile de travailler avec eux. Ils sont tout de suite arrivés dans le train d'une certaine façon pour apporter leur expertise, pour regarder comment le numérique allait se développer. Et la version, oui, c'est le fruit du travail effectivement de toutes ces parties qui travaillent ensemble et qui donnent quelque chose qui finalement marche par lui-même. On parle tout de suite business, c'est l'instant business et c'est Fabrice Pelosi d'Epoca Up qui vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant business. Bonjour Emmanuel. Grâce à Powers, vous voulez révolutionner l'apprentissage grâce à votre jeu vidéo éducatif. Alors en ce moment, on parle beaucoup de métavers, de NFT. Est-ce que vous pensez que ces technologies puissent être réellement intéressantes pour améliorer l'apprentissage auprès des enfants? Et si c'est le cas, est-ce que vous voyez un business model rentable qui puisse être développé? Alors merci Fabrice pour cette question. D'abord, effectivement,
on est dans un monde là où on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas utiliser ces technologies. Je vais plutôt le dire comme ça. Donc même si on parle beaucoup de décroissance et de plein de choses, l'école, elle a des centaines d'années. Elle n'a pas tellement évolué depuis 100 ans. On voit dans tous les concours, on est un peu à la traîne sur l'apprentissage en mathématiques, finalement dans plein de matières. Et on est devant des dangers, des risques dans le monde, là où on a besoin d'être unis et d'avoir à peu près le même niveau, le même niveau culturel, le même niveau éducatif d'une certaine façon pour pouvoir les affronter. Donc oui, il faut utiliser tous les moyens. Tout ce que vous décrivez, le métaverse, les cryptos, le NFT, mais surtout le jeu vidéo, la technologie de façon générale sont des moyens pour y arriver. Sont des moyens pour y arriver comment ? Alors, je ne parle pas du métaverse de Facebook, je ne parle pas des métaverses plein de crypto-monnaies dans tous les sens, mais le métaverse en tant que monde virtuel, simplement, qui permet à des gens qui ne sont pas à côté du musée du Louvre d'aller faire une visite virtuelle d'un musée et d'avoir une vraie personne humaine qui va décrire les tableaux avec eux en leur tenant virtuellement la main, c'est quelque chose, c'est une expérience qui quelque part qui est inoubliable, qu'on a déjà pu recréer chez Powers et qui est assez inoubliable. De la même façon, le fait d'apprendre, et on le voit encore avec la technologie, avec le jeu vidéo, l'attractivité des écrans qui est chez tout le monde, hein, encore une fois, c'est-à-dire que les écrans, ils sont chez les familles les plus pauvres comme chez les familles les plus riches. Donc cette porte d'entrée de l'éducation vers toutes les familles qui permet à tout le monde d'arriver au même niveau, c'est incroyablement agréable. On le voit d'ailleurs, on a fait des expérimentations dans des écoles, dans des REP, et on voit que tout d'un coup, des élèves reviennent dans le cursus scolaire grâce aux jeux vidéo, grâce à la technologie. Donc oui, évidemment, il faut les utiliser, il faut chercher comment. Quand on parle d'éducation et qu'on rajoute à côté le mot business model, ça peut sembler bizarre dans un contexte français. Vous gagnez l'argent comment ? Alors, ça peut sembler bizarre, évidemment, et quand on parle aussi d'association et de business model, ça semble encore plus bizarre, souvent. L'idée, c'est que nous sommes une entreprise qui nous permet d'aller vite. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent sur le projet. Ces personnes demandent un salaire, donc évidemment, il faut trouver un moyen de rémunération. Il y en a plein. Et c'est aussi l'avantage de gens qui ont envie de chercher un monde plus vertueux. C'est aussi l'avantage d'investisseurs qui, d'une certaine façon, peuvent être aussi plus romantiques et savent qu'on peut chercher du profit, mais avec d'abord un intérêt, je dirais, à impact, à faire quelque chose qui sera dans la durée. L'avantage du logiciel, l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'un jeu peut être diffusé à des millions, à des centaines de millions d'exemplaires, et donc ça permet des business models très différents, qui sont des business models qui peuvent être gérés par le don, comme Wikipédia par exemple, d'une certaine façon, qui peuvent être gérés par des accessoires, comme la plupart des jeux qui proposent aujourd'hui aux joueurs de prendre un accessoire et qui ne changent rien au jeu. Il y en a plein de possibles. Et vous allez les utiliser tous ? Non, on ne va pas du tout les utiliser tous, on va chercher un business model vertueux. On a le temps pour ça. De toute façon, là, l'idée, il y a certaines valeurs à la base de Powers qui sont extrêmement importantes, qui sont extrêmement importantes aussi pour être compatibles avec l'éducation, qui sont que le jeu est gratuit et sera éternellement gratuit, qui sont qu'il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de vente de données, et que justement, il y aura un apprentissage pour les joueurs de savoir comment les données informatiques sont utilisées. L'apprentissage du numérique et de l'informatique. Alors, on parle de jeux vidéo, la mise au point de certains best-sellers, de certains plutôt blockbusters du jeu vidéo coûte plus cher aujourd'hui qu'un film hollywoodien. Est-ce qu'on peut arriver avec des moyens plus modestes, à faire un jeu qui soit aussi attractif pour un enfant ? Oui, mais pas complètement. C'est une question un peu complexe. Justement, notre idée ici, c'est de se dire on va mettre les moyens qu'on a d'habitude dans le jeu vidéo pour faire un jeu vidéo incroyable, universel, intemporel, là où tout le monde viendra jouer. Et ça demande, quoi qu'on dise, ça demande des moyens très très importants. Effectivement, 3 personnes dans leur coin peuvent faire un jeu vidéo incroyable. Et il y en a plein. Hein. Si on regarde le nombre de jeux vidéo, il y a plein de jeux vidéo qui sont faits juste par 3 personnes et qui sont fabuleux. Pac-Man n'a pas demandé une équipe de 278 personnes. Snake, Tetris, par exemple, c'est des jeux qui sont fabuleux et qui n'ont pas demandé... C'est l'avantage du jeu aussi. Et qu'on voit d'ailleurs un peu dans le jeu de société aussi, sur des Trivial Pursuit et d'autres. Maintenant, comme on veut concurrencer les jeux vidéo d'aujourd'hui avec des graphismes fabuleux, avec un marketing présent, avec tout ce qu'on peut imaginer dans le jeu vidéo, les Pokémon, les petites créatures qu'on voit, toutes ces notions-là, oui, on a envie d'avoir les moyens et c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que d'abord, on a, dès cette première phase, plus de 10 millions investis dans le jeu, ce qui commence à être une somme assez importante pour le développement du jeu et qu'on va en mettre de plus en plus. Et je ne vous ai pas demandé, mais c'est à partir de quel âge on peut jouer à votre jeu et jusqu'à quel âge ? Parce que je ne suis pas sûr qu'un enfant de 3 ans joue au même jeu qu'un enfant de 10 ans.
Alors non, pas du tout, et oui à la fois. Je suis toujours très compliqué dans mes réponses, je suis désolé pour ça, mais Mais c'est c'est bien de manier le paradoxe. Power, c'est à partir de 6 ans. C'est ce qu'on dit. Avant 6 ans, on préfère un peu éviter les écrans, et puis en plus, on aimerait bien que les enfants sachent un peu lire, ou commencent à apprendre à lire, ce qui va beaucoup aider l'immersion. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, l'enfant de 6 ans ne joue pas du tout au même jeu que l'enfant de 10 ans. Or, on a envie d'avoir un processus d'éducation qui va très loin, et en plus, on sait très bien que si l'enfant de 10 ans joue à quelque chose, l'enfant de 6 ans aura envie d'y jouer. Donc comment on fait un jeu qui s'adapte à 6 ans et à 10 ans ? Il y a 2 réponses à ça. La première, c'est l'intelligence artificielle, qui est une de nos grandes forces. C'est-à-dire que dès le départ, on avait une équipe extrêmement fournie, extrêmement forte en intelligence artificielle, avec cette idée comment on fait un jeu qui s'adapte au niveau de l'enfant, qui sera un outil pour le professeur, qui puisse l'aider si l'enfant a du retard en mathématiques, d'aller lentement pour le permettre de revenir à niveau, ou si au contraire il est extrêmement brillant, de continuer à lui donner des exercices qui vont toujours le mettre en difficulté avec l'envie de se dépasser. Première chose. Deuxième chose, c'est avoir des histoires différentes et avoir un jeu qui raconte une histoire qui va être acceptée par tous. On le voit dans les Walt Disney aujourd'hui. Oui, les Walt Disney, c'est pour les Pixar, c'est pour des enfants jeunes, mais il y a plein d'adultes qui le regardent avec un petit plaisir coupable, dont moi d'ailleurs, parce que c'est agréable, c'est une histoire, c'est joli, et finalement tout le monde aime bien la beauté, c'est universel. Très bien. L'instant RP Média, c'est Caroline Chalandard-Géré qui vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RP et médias. On parle d'éducation en ce moment, on se pose la question de comment on doit renouveler vraiment nos pratiques, on se pose la question de pédagogie, ça fait la une de l'actualité partout dans les médias et les journaux. Alors, comment vous avez la bonne réponse en France aujourd'hui et pourquoi on ne vous voit pas plus aujourd'hui dans les médias ? Merci. J'ai pas la bonne réponse. Et je pense que la bonne réponse, c'est d'essayer de la trouver déjà. C'est d'essayer de justement développer des expérimentations, de permettre à tout le monde d'essayer de se poser la question. Et si tout le monde peut se poser la question avec une multitude d'essais, une multitude de tentatives, on arrivera à un ensemble de bonnes réponses. On voit que notre réponse marche bien dans plein de cas. Dans le cas d'enfants qui sont des petits génies, qui ont envie de se développer plus en maths, en français, en géographie et qui apprennent très vite. Dans le cas aussi d'enfants en retard scolaire, comme on le voit à Drancy, par exemple, dans REP. Je pense qu'il est évident que la technologie permet des possibilités, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas écarter. Il y a l'écran qui est présent dans toutes les familles. On a un moyen de communication grâce à cet écran incroyable. La deuxième chose très importante dont on n'a pas vraiment parlé, c'est qu'on donne maintenant un apprentissage qui est en général non numérique aux enfants. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, ils vont arriver en 6e à avoir un téléphone portable et ils vont débarquer finalement dans le numérique, dans les réseaux sociaux, avec tous les travers qu'on connaît, sans préparation. Ne pas donner une préparation nécessaire aux fake news, à ce que c'est qu'un réseau social, aux dangers que ça peut comporter, c'est extrêmement problématique, là, maintenant, aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi on ne voit pas plus dans la presse aujourd'hui ? En fait, on vient de commencer, faut vraiment voir ça. C'est-à-dire qu'avant de parler des succès qu'on a, j'aime bien essayer de vérifier qu'on a des succès. C'est une première étape. On a lancé ce jeu le 28 juin. On a nos premiers succès, on a les premiers rapports de l'école qui disent que ça marche très bien. On voit les élèves qui apprennent. Donc oui, maintenant, on a envie de prendre la parole. On a envie de montrer que ça marche. Vous travaillez avec les professeurs, ça veut dire que vous êtes pensé comme un complément de l'éducation nationale, pas comme un concurrent ? Alors, absolument pas comme un concurrent, de toute façon. Et c'est un peu ce qu'on veut montrer. Le but de Power, c'est d'éteindre le jeu vidéo pour ouvrir un livre. C'est-à-dire que c'est un jeu qui doit donner envie d'ouvrir un livre. Et je pense que le professeur qui a extrêmement de mal potentiellement à gérer 30 personnes de niveaux différents potentiellement et dans un environnement différent, justement si on peut lui donner, mais comme les livres quelque part, s'il peut avoir des outils qu'il va pouvoir donner ou distribuer à chaque personne et avoir plus de temps pour pouvoir s'occuper de certaines personnes ou essayer d'aider l'apprentissage de d'autres sur d'autres domaines, c'est parfait. Ça veut dire qu'il peut l'utiliser en classe aussi ? Il peut complètement l'utiliser en classe et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez dû négocier avec l'éducation nationale ? Alors, on a commencé à négocier avec l'éducation nationale. L'éducation nationale nous a proposé avec les mairies de l'utiliser dans un premier temps à l'étude, donc pas en classe au jour le jour, mais à l'étude, c'est-à-dire juste après la classe. On a eu cette autorisation-là, effectivement, et on a eu Drancy, qui est la première école à l'avoir utilisée depuis février à l'étude. Comme ça a très bien marché sur 6 mois, et la mairie de Drancy a proposé d'ouvrir de nouvelles écoles et d'autres écoles
vont s'ouvrir, par exemple à Montreuil, dès le début de l'année. Vous allez organiser des événements, des tournois aussi? Vous allez jusque-là dans le jeu ou pas? Mais alors complètement, mais c'est complètement secret, donc je vais pouvoir en parler que dans un mois. On va annoncer, mais je ne peux malheureusement pas le dire, un tournoi incroyable. Très bien. On est mi-septembre et on sera peut-être diffusé un peu plus tard, donc d'ici là, on aura peut-être l'information. Ça, allez, c'est l'heure de l'instant RH. C'est Alain Damon qui lui aussi a une question à vous poser. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions à vous poser. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RH. Port EZ a été créé dans une période très particulière, en plein Covid. Et il vous a fallu recruter aux quatre coins de l'Europe à distance. Ma question est la suivante. Comment avez-vous fait pour créer de la cohésion? Quelles actions avez-vous mises en place pour créer un esprit d'équipe, pour mobiliser les collaborateurs, pour créer les bases d'une culture commune? C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que... oui, effectivement, on l'a lancé au milieu du Covid, donc il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de recruter par télétravail, d'une certaine façon, comme on le dit. Maintenant, on a eu beaucoup de facilité à créer la cohésion parce que c'est un projet plein de sens et à impact. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que demandent et les jeunes et les seniors dans leur recherche d'emploi, c'est de travailler dans quelque chose qui a du sens dans un monde qui finalement en a de moins en moins. Donc, on avait ce côté fort et effectivement dans toutes nos communications, on réfléchit beaucoup à comment on peut faire évoluer l'éducation. Donc effectivement, de façon naturelle, je dirais, ça donne une certaine cohésion. Maintenant, en plus de ça, on se pose la question comment on peut faire une société différente. Alors, comment on fait une société différente? C'est-à-dire comment déjà chaque personne qui travaille sur le projet peuvent avoir une rémunération liée directement au succès du projet et non pas en financière, mais directement en participation de la société. Comment finalement on a aussi une transparence totale sur les finances de la société. Qu'est-ce qu'on fait comme bénéfice? Ça tombe bien, on n'en fait pas, donc c'est assez facile d'avoir une transparence totale. Mais de la même façon, quand on va en faire, comment ils vont être distribués, comment ils vont être utilisés, combien il reste quel cash burn de la boîte, pour utiliser des mots absolument horribles, et combien on a encore de fonds de roulement, enfin toutes ces choses-là. Donc finalement, comment l'argent qu'on a aujourd'hui dans la société est utilisé pour faire de ce produit un succès incroyable. Vous avez recruté des salariés dans toute l'Europe. Est-ce que c'est facile de les convaincre de venir travailler dans une entreprise française? C'est assez facile pour ceux qu'on a recrutés. C'était plus difficile pour ceux qu'on n'a pas recrutés. Mais en réalité, effectivement, on a eu beaucoup de facilité au recrutement. Beaucoup de facilité. Est-ce que vous acceptez le télétravail, même de gens qui sont très loin? On accepte. Alors, on a des gens qui sont à Madrid, par exemple, ce qui est à peu près le plus loin qu'on a. Alors, ça dépend vraiment des professions, encore une fois. On fait toujours un ou deux événements pour être sûr que tout le monde se réunit, tout le monde se connaisse, et ce qui est quand même très, très important. Le télétravail, c'est pas facile, clairement. Maintenant, il y a des métiers là où c'est plus facile que d'autres. Le métier de développeur, par exemple, c'est un peu plus facile en télétravail qu'un métier de game designer. Game designer, c'est la personne qui va inventer le jeu avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui manque dans les réunions Teams, dans les réunions Zoom, dans toutes ces réunions un peu froides, qui est l'ennui. On s'ennuie, mais on s'ennuie seul dans une réunion en visio. Alors que quand on est dans un bureau, quand on est ensemble, on s'ennuie de façon créative. On ne sait pas quoi faire, on se croise dans un couloir et là, il y a des idées qui vont germer. Ça n'arrive pas. Donc pour la créativité, le télétravail, je trouve, est très dur. On n'a pas encore solutionné ça. La façon dont on l'a solutionné, c'est on dit il faut de temps en temps qu'on se retrouve au bureau pour s'ennuyer. Et c'est très important. Ensemble, exactement. Très important. C'est un peu comme le couple, c'est très important de s'ennuyer ensemble. Allez, c'est l'instant finance, Marc Wyatt. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant finance. Emmanuel, jeux vidéo et enfants, traumatisme pour beaucoup de parents, surtout les parents avec les jeunes enfants. Comment on peut les empêcher de jouer aux jeux vidéo et de passer toute la journée sur les écrans? Moi, j'ai deux enfants, grands aujourd'hui, donc un qui a décidé de faire même carrière dans le secteur d'animation suite à ses passions pour les jeux vidéo. Je suis convaincu que le jeu vidéo peut être un moyen d'éducation. Mais question pour vous, un peu délicate, comment vous allez monétiser cette solution de jeux vidéo éducatif? Alors, comme je l'avais abordé tout à l'heure, il y a plusieurs façons de monétiser
le jeu vidéo éducatif, ce jeu vidéo éducatif? D'abord, il faut savoir que les 6 jeux qui gagnent le plus d'argent, les 6 jeux vidéo qui gagnent le plus d'argent au monde, qui gagnent plusieurs milliards par an de chiffre d'affaires, c'est des jeux gratuits. Et c'est des jeux là où finalement les joueurs passent tellement de temps qu'ils ont envie d'acheter des accessoires qui ne servent à rien dans le jeu, mais qui permettent de décorer leur personnage, ce qu'on appelle leur avatar. C'est parti du concept qui est apparu il y a à peu près 5 ans d'un Japonais qui a dit que dans une fête foraine, c'était plus intelligent de s'amuser. On ne va pas payer pour s'amuser, c'est parce qu'on s'amuse qu'on a envie de dépenser dans le parc à l'intérieur. C'est un peu l'idée des fêtes foraines, là où il y a plein de manèges gratuits, mais le stand de Barbe à Papa est payant. Et quand on va passer toute l'après-midi, on a l'impression de... Voilà, on n'est pas obligé d'en manger, mais bon, on a passé toute l'après-midi. Donc c'est un peu le même principe ici, c'est-à-dire que notre business model de base, notre monétisation de base, c'est de dire, quand on aura des millions de joueurs, des dizaines de millions de joueurs, des centaines de millions de joueurs, en fait, on va proposer pour nos joueurs des accessoires, des chapeaux, des colliers, des petites selles pour la chimère ou une belle commode pour sa maison. Et tout ça peut être gagné, monétisé, ce qui permet d'ailleurs d'autres modèles qui permet que les parents donnent de l'argent de poche pour les enfants et que ces enfants puissent utiliser régulièrement cet argent dans le jeu comme récompense. Voilà. Je ne vous ai pas demandé, c'est un jeu où on joue seul ou est-ce que c'est un de ces jeux massivement en ligne où on a des interactions avec d'autres? Alors c'est entre les deux. Entre les deux, encore une fois, c'est un jeu là où on peut jouer seul. Et c'est important, je pense que pouvoir aller à son rythme, ne pas être dans un milieu incroyablement social et un environnement un peu sain et sécurisé, c'est important. Et de la même façon, on va avoir plein de façons de jouer avec plein d'autres personnes. Plein de façons, parce qu'on va avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, des tournois. Là où effectivement, tout d'un coup, si on n'a pas envie, on ne fait pas de tournoi. Mais si on a, voire on peut même être spectateur de tournoi. Mais si on a envie, on peut se retrouver avec plein d'autres personnes dans un mode de compétitif ou semi-collaboratif pour essayer d'être le meilleur ici ou là. Là, ça devient très multijoueur. Et il y a un mode multijoueur plus calme. Alors, c'est pas massivement, mais c'est un peu, je dirais, comme dans la vraie vie, avec ces petits villages, là où on a un petit village et on a nos amis qui ont des maisons dans ce village. Il n'y en a pas plein, il n'y en a pas des centaines de milliers, il y en a 6, 7. C'est nos copains de l'école, c'est nos copains que... Voilà. Et on peut aller visiter leur maison, on peut leur laisser des cadeaux, leur laisser des petits messages, une petite note pour dire qu'on les a vus, ce genre de choses. Comment vous assurez que les enfants qui jouent sont bien des enfants? La sécurité, c'est quelque chose qui doit inquiéter les parents. Complètement. Et c'est pour ça qu'on a dès le départ réfléchi à ce sujet. Et en fait, les solutions à ce sujet sont assez faciles. La première réponse, c'est on n'autorise pas. On n'autorise pas à discuter entre nous. D'accord ? La seule raison et la seule façon de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est que les parents, sur une application séparée, disent « je les connais ». C'est bon, mon enfant peut parler avec eux. Oui, c'est Chloé, il est dans sa classe, il a le droit. Et à ce moment-là, ça ouvre la possibilité d'écrire. Si on ne connaît pas la personne, on communique avec, et ça encore une fois, le jeu vidéo a énormément d'expérience là-dessus, c'est facile. Donc on communique avec des choses préétablies, on peut dire bonjour, il n'y a pas de problème, n'importe qui, même si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me dire bonjour, je vais pouvoir répondre juste bonjour, c'est tout. Je vais pouvoir faire un signe de la main, je vais pouvoir faire un sourire, mais c'est tout, ça s'arrête là. Vous avez levé 7 millions d'euros l'an dernier, c'était pour développer le jeu, le mettre au point? Oui. Je suis désolé, j'ai même pas, je peux même pas élaborer. C'est exact. Vous avez complètement la bonne réponse. C'était pour développer le jeu. Et donc là, vous allez refaire une levée de fonds prochainement? Sans doute. En tout cas, on va trouver une nouvelle façon de monétiser ou de développer le jeu pour la prochaine phase. En fait, on est arrivé au point là où le jeu nous plaît beaucoup. On a un vrai jeu et on voit que les gens qui l'utilisent sont extrêmement content de l'utiliser. D'ailleurs, utilisez-le, vous verrez, et je veux bien un petit mot pour que vous me disiez si vous aussi, vous l'avez trouvé vraiment excellent. L'idée, c'est de se dire, maintenant qu'on est content de notre jeu, on a envie de montrer un succès en France. Donc, on va prendre 3 mois ou 4 mois, là où on va beaucoup plus communiquer, surtout en plus dans une atmosphère qui est propice à cette communication, pour dire, regardez, il existe un jeu là où on peut apprendre. Et ce jeu, il est incroyablement beau, et vous allez l'aimer. Essayez. Il y a un jeu fabuleux. Et grâce à ce succès en France, là, on se dit qu'on va pouvoir aller très rapidement à l'international, soit via une nouvelle levée de fonds, soit via des plateformes et des partenariats avec certaines plateformes, soit alors directement nous-mêmes avec un business model qu'on aura décidé pour diffuser directement à l'international. Juste une petite précision, on le télécharge sur votre site ou on le télécharge dans toutes les, j'appelle ça un kiosque, mais je ne sais plus le mot. Non, on télécharge sur notre site pour l'instant, effectivement. Si on veut le nom de votre site quand même. On aime bien que vous veniez dans notre site pour voir un peu quelles sont nos valeurs et pourquoi on fait ce jeu. Mais vous pouvez aussi l'avoir sur l'App Store ou sur le Play Store, sur Android. Donc c'est disponible sur PC, sur Mac et sur les tablettes et iPad et smartphones. Dans ce cas-là, c'est le Play Store ou l'App Store. Très bien. Alors maintenant, c'est au tour d'Anne Lauvergeon
de vous poser une question. C'est l'instant CEO. Et comme on dit, sa question est un petit peu tricky, vous allez voir. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant CEO. Cher Emmanuel, Freud, alors il y a un N en plus, mais en quoi finalement tout héritage psychanalytique a été utile dans l'élaboration de votre univers de jeux vidéo pour les enfants? Je crois qu'elle veut que vous vous allongiez sur un divan. Voilà, pas du tout, malheureusement. Et Nancy, peut-être, en fait, dans le... Ouh là là, il faudrait des heures pour répondre à ça. Merci de m'avoir posé la question. En fait, la première chose qu'on a fait, c'est pas vraiment un héritage psychanalytique, c'est un héritage philosophique. C'est-à-dire que quand... Alors, je viens d'un monde de tech, de barbare, là où personne ne comprend ce que je fais, et tout d'un coup, j'arrive dans un monde de l'éducation, là où tout le monde a son avis. C'est facile, tout le monde sait comment on devrait faire de l'éducation. Et j'ai rencontré des gens, des philosophes incroyables, qui m'ont expliqué les 2000 ans d'histoire de l'éducation. En me disant, t'es gentil, t'arrives dans un milieu qui a 2000 ans, avec des théories qui ont 2000 ans et qui sont d'actualité aujourd'hui. Donc comment Socrate faisait de l'éducation, comment Montaigne faisait de l'éducation, comment Rousseau faisait de l'éducation, et c'est incroyable et extrêmement intéressant. Et la première chose donc qu'on a utilisée dans cet aspect philosophique, c'est je ne sais rien. C'est on ne sait pas, on ne va pas se positionner en tant qu'expert, on ne sait pas ni faire du jeu vidéo, ni faire de l'éducation. Et c'est très important de garder ce principe. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas comment on fait un jeu vidéo éducatif, nous ne savons pas comment on fait de la pédagogie, nous ne savons pas comment on fait un jeu vidéo. On ne sait même pas comment on fait de l'intelligence artificielle, même si c'est la chose, je dirais, là où on est le plus fort. Et à partir de ce constat-là, s'entourer d'experts et de gens qui, eux, savent et qui vont pouvoir nous aider, donc que ce soit au niveau éducatif, encore aujourd'hui, même si on apprend au fur et à mesure, avoir Hachette, avoir Bayard, avoir des professeurs, avoir des sociologues, avoir tous ces gens-là qui sont autour de nous et qui vont nous dire ça marche, ça marche pas. Avoir des professeurs, on découvre réellement l'école, alors que j'étais à l'école, vous aussi, mes enfants sont à l'école, on découvre l'école, on découvre l'éducation nationale. Mais plutôt que ce soit nous qui nous positionnons en sachant, c'est tellement plus facile. Et pareil pour le jeu vidéo. On a des gens qui vont nous expliquer comment marche un jeu vidéo, comment il faut faire de la monétisation dans un jeu vidéo, quels sont ce qu'on appelle les dark patterns, ces choses horribles qui poussent les gens à acheter plus, à continuer, et comment on peut les éviter. Donc oui, je dirais que c'est plus cet héritage, un héritage philosophique derrière qui a été aux prémices du développement de Power. Est-ce que vous, parce que j'ai souvenir d'avoir lu il y a très longtemps un philosophe des sciences qui disait que les personnes qui étaient en échec scolaire en mathématiques, par exemple, étaient des gens qui, à un moment, n'arrivaient pas à passer du jeu à l'école, et qu'à l'inverse, les très bons élèves, et vous avez fait des travaux assez poussés en informatique, toute leur vie continuent à s'amuser en faisant des maths. Est-ce que c'est pas ça le lien finalement? C'est que pour vous, faire des maths, faire de l'informatique, c'est toujours jouer? Alors, là, je rentre réellement dans l'intuition. C'est-à-dire que je ne sais rien, encore une fois, et je parle juste de choses que j'intuite aujourd'hui. Si vous me posez la question probablement dans une semaine, je vous dirais, ou dans 2 mois, j'aurai une conclusion différente. J'ai l'impression que, effectivement, être mauvais en maths, ça n'existe pas. Être mauvais dans une matière, ça n'existe pas. C'est qu'à un moment, dans son développement, on a perçu une difficulté imaginée qui nous a arrêtés et qui tout d'un coup a créé une sorte de, effectivement, les maths c'est du travail, ça va me demander beaucoup d'efforts, c'est quelque chose d'abscon que je ne vais pas comprendre et donc c'est pas drôle. Alors et vous, ça vous amuse tout le temps? Toujours, j'adore ça. C'est génial les maths, on peut voir les chiffres qui se mettent ensemble, qui créent des choses, qui créent des courbes, qui créent des... En fait, j'avais un parfois ami aussi ingénieur... bien après un problème de maths, on peut être aussi bien qu'après un jogging. Complètement. En fait, j'avais un ami ingénieur qui était fabuleux, qui travaillait comme ingénieur à Normal Sup et qui m'engueulait quand j'étais petit tout le temps. Il m'expliquait comment construire des bombes atomiques. J'étais très fort en maths, mais on se baladait dans la rue. Parfois, il voyait des voitures qui accéléraient, etc. Et j'allais traverser et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu ne sais pas découvrir une intégrale ?» en me montrant des choses dehors. Et je comprenais qu'à ce moment-là, les concepts que j'avais en tête, que je savais faire, j'étais incapable de les appliquer dans la vie, mais lui, il l'était. C'était un ingénieur, il voyait des intégrales autour de lui. Et effectivement, tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus facile. Et il y a toujours des concepts comme ça qui sont difficiles, mais dès qu'on les voit autour, qu'on comprend comment ils marchent, ils deviennent extrêmement simples. Vous n'avez pas soutenu votre thèse informatique parce que vous trouviez les résultats pas assez probants? Vous en savez beaucoup trop. Je l'ai lu dans la presse. Oui, effectivement. Vous pourriez arrêter cette aventure entrepreneuriale si vous trouviez les résultats pas assez probants aussi?
Non. Pas Vous du vous tout. accrocherez? D'abord, je dépends plus que de moi-même. Enfin, je dépends d'autres personnes aussi, et il y a d'autres personnes qui ont mis leur rêve dedans. Donc il n'est plus question. Déjà, c'était une erreur d'avoir abandonné ma thèse. C'est-à-dire que même si les résultats ne sont pas probants, et même s'il y avait que moi en jeu, il y avait C'est pas. très chevaleresque quand même. Oui, mais non, c'est juste débile. C'est souvent débile de chevaleresque. Voilà. Et là, ça n'apportait vraiment rien. C'est juste que ça n'avait aucun sens. Et je pense que c'était plutôt de la fuite que quelque chose de chevaleresque. Mais ensuite, là, ce qui est important, c'est même pas spécialement, alors pour moi ça l'est, le fait de réussir, de démontrer qu'on peut, qu'avec mon jeu, je fais évoluer l'éducation. Mais la réalité, c'est que si mon jeu ou ma tentative permet à d'autres de faire des tentatives et permet à d'autres de réussir, ça vaudra le coup. Donc j'ai tout intérêt à essayer et à, s'il faut, me prendre des murs, rater des choses, etc., pour que d'autres personnes, eux, arrivent à le passer si jamais moi j'y arrive pas. Merci beaucoup Emmanuel Freund. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Powers. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le studio. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française.